point d'impact en fait du missile, à peu près. Donc c'était sur cet immeuble. Donc il y a les 2 immeubles comme ça qui ont été très touchés. Et puis bien sûr il y a eu le parking qui a été touché avec un incendie. Les voitures elles ont commencé à s'enflammer. Et comme tu vois l'immeuble là-bas, donc c'est en fait le feu, le souffle et à la fois le feu de l'incendie qui a commencé à brûler et qui a du coup calciné tous les parois. Maxime Lévy est l'un des nombreux habitants de Tel Aviv dont l'appartement a été touché par les missiles iraniens. Il se trouvait dans un abri proche de son bâtiment en pleine nuit, vers 3h30 du matin. Donc c'était très calme et d'un coup on a entendu un grand boom, mais vraiment un boom que j'ai jamais entendu. Les parois du Miklat ont tremblé, même il y avait une sorte de jet de poussière en fait dans le Miklat, donc on était comme ça, on avait un peu de la poussière au fond de la gorge, un peu sale. Et bon on a compris que c'était tombé à côté parce que déjà le boom, et surtout parce que on entendait les voitures en fait pas klaxonner, enfin sonner. Et du coup on comprenait que c'était dans la rue, mais on savait pas où. Quelques centaines de mètres de là, Valentine Ganancia se trouve quant à elle dans son mamad, sa pièce blindée, avec sa famille. Elle aussi entend une détonation impressionnante. Lorsqu'elle sort, elle constate les dégâts, aussi bien dans sa salle à manger que dans sa chambre. Là, donc, toutes les fenêtres propulsées jusqu'au début du canapé, quoi, vraiment sur le canapé. Donc toute la table, là j'avais 6 chaises avant, il m'en reste plus que 3, et encore ça à jeter. Et puis vous voyez complètement éclaté. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a eu le souffle qui a impacté toute la porte d'entrée, tout le cadre. Et en fait, quand on est sorti de l'abri-bombe, on a vu toute cette partie-là, plein de morceaux qui ont explosé et qui étaient justement sur notre lit. Ce qui est assez perturbant parce qu'une demi-heure avant, je dormais dans ce lit et je sors de mon mamad et je vois ici plein de détritus liés à l'impact lié au souffle. Et aussi au niveau de la salle de bain, la serrure, elle a explosé. Même situation chez Maxime. Quand on est rentré, déjà il n'y avait plus d'électricité, donc tout était noir. Et surtout, on a vu au sol, il y avait plein de bouts de verre. Toutes les vitres en fait avaient explosé, celle du salon, celle de la salle de bain, celle des chambres. Donc on avait un peu du verre partout. Et aussi l'obscurité en fait, parce qu'on n'avait plus d'électricité. Donc c'était assez impressionnant. Mais tous deux le reconnaissent, la situation chez eux aurait pu être bien pire. Le soir de l'impact, Yulia Sokolov n'était pas là. Son appartement se trouve dans cet immeuble complètement détruit. Tous les voisins ont écrit des messages pour dire qu'il n'y avait plus d'appartement, plus d'immeuble. Alors je suis tout de suite venue ici et j'ai vu qu'il n'y avait plus rien. C'est vraiment bizarre d'être ici. C'est pour ça que je reste longtemps. C'est hallucinant de voir mon jean suspendu. Mon pull qui est derrière le lit est encore là. Le canapé sur lequel j'étais assise, il y a 2 semaines avec mon père, il est là. C'est absurde. Je vois mes rideaux. C'est comme si maintenant je réalisais. C'est à la fois étrange et triste. En 12 jours de guerre, d'autres localités du centre du pays ont été lourdement touchées par les missiles iraniens, notamment Batiam, dans le sud de Tel Aviv. En général, c'est difficile pour moi de descendre à l'abri. Et notre abri est nul, rien d'extraordinaire. Je n'ai pas de pièces sécurisées, pas d'endroit où me cacher. Jusqu'à présent, à l'intérieur de la maison, j'avais une sorte de petite chaise étroite de cette taille, sur laquelle je m'asseyais. Et chaque fois, je ne prêtais pas attention aux sirènes. Mais cette fois, j'ai eu un pressentiment. Dès le début, j'ai pensé à m'habiller et à prendre des chaussures, au cas où il se passerait quelque chose, pour que je puisse sortir. Et cette nuit-là, il y a eu beaucoup d'alertes. La dernière a été particulièrement difficile. Un tel boom si fort qu'il a fait exploser toutes mes fenêtres. J'ai senti la maison trembler et j'ai de très grandes baies vitrées. Elles sont sorties de leur cadre. Toute ma maison s'est brisée. J'étais assise dans ce coin qui est en fait la salle de bain et les toilettes. Il y a un mur. Ça m'a sauvé la vie. Tous ont dû quitter les lieux dans l'urgence. Mais sur le moment, moi, vraiment, le choc total, j'ai eu du mal à quitter mon appartement. Même si je voyais vraiment tout le bazar qu'il y avait, sur le coup, mon premier réflexe, ça a été d'accrocher un drapeau d'Israël sur mon balcon. Et le deuxième réflexe, ça a été de commencer à faire du ménage, alors qu'il y avait... c'était ridicule. Et j'avais mon mari qui me disait « Valentine, il faut que tu fasses une valise, on va être relogés, il faut partir ». Et j'ai eu vraiment du mal à quitter mon appartement parce
Parce qu'en fait, voilà, dans notre immeuble, les ascenseurs, la cage d'escalier, mon appartement, l'électricité, enfin il y a plein de choses qui ont été abîmées et qui nécessitent le fait de reloger tout le monde dans l'immeuble. On n'a pas tout de suite su quel hôtel, combien de temps, voilà, on a juste su qu'on devait être relogé. 7 heures plus tard, après avoir passé une nuit blanche chez des amis, Valentine et sa famille obtiennent une chambre d'hôtel. Commence alors un processus plus ou moins long et fastidieux en fonction de la situation de chaque logement. Cela prend énormément de temps. Il faut attendre que quelqu'un entre, mais le bâtiment risque de s'effondrer, alors ça retarde encore. Personne ne m'a encore appelé, parce que personne ne peut entrer ici. Et il n'y a pas encore d'autorisation, donc on ne peut pas évaluer les dégâts. Alors ça prendra des mois. Je suis inquiète. Que va-t-il se passer ? On n'a pas encore eu le passage d'un ingénieur. Ils ne m'ont pas dit combien coûteraient tous les dégâts. Toutes mes fenêtres sont chères. Ils sont supposés réparer pour que je puisse rentrer chez moi. Mais ils ne réparent pas. Je dois faire venir des professionnels. Je ne connais pas le budget. Peut-être que cela coûtera trop cher par rapport à ce qu'ils donnent. On a une agence immobilière. Moi, tout de suite aussi, à 4h du matin, j'envoie des vidéos à l'agence immobilière. Mais c'était aussi un de mes réflexes qui puisse être au courant tout de suite, dès le matin même, de ce qui s'était passé dans l'appartement. J'ai un manque d'ouvriers qui peut venir et se déplacer. Aujourd'hui, il y a énormément d'immeubles qui sont dans la même situation que la nôtre, dans le quartier, mais aussi dans d'autres villes autour de Tel Aviv. Et du coup, il y a des délais pour les travaux qui sont malheureusement indépendants de notre volonté et qui, justement, rallongent cette période de reloger. Pour Maxime, la situation s'est résorbée plus vite. 2 semaines ont suffi pour rendre son logement de nouveau habitable. D'un côté, on se dit on a des fenêtres qui sont cassées, ça doit prendre quelques jours pour que ce soit réparé. Le problème, c'est que si tu dois autour, pour en vérité comprendre qu'il s'agit de dizaines, voire de centaines de fenêtres qui sont cassées dans une rue. Il y a plusieurs impacts à Tel Aviv, donc on arrive facilement à prendre conscience que le besoin il est énorme et que ça va prendre du temps. Donc c'est pour ça qu'avec ce recul, je me dis on a eu de la chance que ce soit terminé aujourd'hui, donc après un peu plus de 2 semaines, parce qu'en vérité, le propriétaire de l'appartement, il connaissait des gens personnellement qui s'occupaient de ça, qui faisaient des réparations de fenêtres, etc. Donc ils ont pu les contacter et on a pu avoir la chance d'avoir nos fenêtres réparées assez tôt, même si encore une fois c'est que les chambres qui ont eu les fenêtres réparées, le salon, la salle de bain, eux il va falloir attendre quelques jours encore. Mais on est quand même sur des délais très très rapides. Il suffit de regarder, faire un tour sur la rue pour vérifier quand la majorité des fenêtres ne sont pas encore posées. Outre les démarches purement administratives, il faut aussi gérer le traumatisme de la perte. Photos, souvenirs, Yulia n'a plus rien. Même ce qu'elle porte sur elle lui a été donné. Qu'est-ce qui te tenait le plus à cœur à l'intérieur ? Plein de petites choses, comme un body que j'aimais vraiment beaucoup. Chaque fois que je me sentais grosse, je le mettais. Et je me sentais la plus belle du monde. Un pantalon que j'ai acheté une fois pour 400 shekels. Je n'achèterai plus jamais un pantalon comme ça. Mon appareil laser. Ça m'a pris tellement de temps pour me convaincre de l'acheter. Et maintenant, je ne l'ai plus. Des choses simples, finalement. Quand ça arrive, c'est vrai que c'est un peu choquant. Surtout, on a les images, etc., les odeurs. Il y a un côté un peu bouleversant. Surtout, voilà, quand on se rappelle du boom. Et surtout que les sirènes n'étaient pas finies. Ça veut dire que la guerre n'était pas terminée. Donc, on devait aller au Miklat. Donc des fois j'étais dans le Miklat de mon ami, donc on a toujours cette appréhension une fois que la sirène se termine, comme c'est arrivé cette fois-là, est-ce qu'il va y avoir un boom, où va être le boom? Surtout que même des fois j'allais dans mon appartement et il arrivait qu'il y avait des sirènes pendant que j'y étais, donc je retournais au Miklat exactement où j'étais. Donc c'est vrai que c'est un peu ça laisse quand même des traces, mais avec le recul etc. Je me sens, je vais bien et surtout je me dis quand on voit ce que ça peut faire quand ça tombe à un endroit, je me suis même un peu chanceux. Mais comment gérer le choc lorsque l'on a vécu tant de guerres ? Depuis l'époque du coronavirus, l'ONG Les Mahanam, soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, apporte une aide médicale gratuite aux survivants de tout Israël. Un soutien plus que nécessaire, aussi bien sur le plan physique que psychologique, en particulier depuis le 7 octobre. Jana est une survivante de la Shoah. À chaque nouveau conflit, elle revit le traumatisme. Bien que cela fasse 30 ans que nous vivons ici, chaque guerre est terrible. Avec la guerre avec l'Iran, je me suis souvenue de tout, de ma mère. J'ai eu encore plus peur, peut-être plus que toutes les autres fois. On n'a pas compris comment cela était possible. J'ai pensé, oh, encore la guerre.
Il y a eu une guerre ici avant. Mon petit-fils y a participé. Et maintenant, mon autre petit-fils a fait celle-là. Et ces derniers temps, avec l'alarme incessante la nuit, c'était terrible. J'espère que les choses vont s'améliorer pour nous après ça. Un espoir partagé par tous. D'ailleurs, comme à chaque conflit, les Israéliens font preuve d'une infinie résilience. La vie a déjà commencé à reprendre son cours puisque le café qui est en bas de chez moi, qui avait vraiment été abîmé suite à l'impact, quand toutes les fenêtres étaient complètement explosées, quoi. Lui a ouvert. Il y a quand même un peu un trauma de ce qui aurait pu se passer et même de ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est quand même pas facile à vivre de voir votre appartement touché. C'est aussi votre bulle, votre cocon, l'endroit où vous vous sentez en sécurité normalement. Mais on reviendra vivre ici. J'ai eu la preuve que l'abri bon fonctionnait extrêmement bien. Donc je pense que ça aidera aussi quand tout sera redevenu comme avant. Je reprendrai mon quotidien. Un beau message qui montre que malgré les obstacles, la vie finit toujours par triompher.